En fait, il suffit de regarder les œuvres de Chagall de toute période pour se rendre compte qu'il y a une configuration, une image qui revient de manière extrêmement récurrente, qui est l'image, on dit sottosopra, tête bêche, renversée en français, sans dessus, dessous. Et c'est frappant de voir que dès le début de son travail, qui date du tout début du siècle, du XXe siècle, jusqu'à la fin, c'est-à-dire les années 80, c'est-à-dire 80 ans de travail, Marc Chagall multiplie les images à travers les tableaux, à travers les lithographies, à travers les gravures, à travers les tentures, à travers pratiquement tous les supports qu'il a utilisés, multiplie cette image renversée. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi un artiste est si fidèle à cette image renversée. Nous avons, Elisabeth et moi-même, réfléchi à ce qui pouvait motiver cette image, ce qui pouvait motiver cet artiste à produire des images aussi régulièrement renversées. Et nous avons, après réflexion, abouti à une conclusion tripartite. Une conclusion qui nous donne effectivement 3 points essentiels. La religion, le politique et la culture. Vous savez tous que Marc Chagall est de confession juive et qu'il fréquente très tôt la Torah, la Bible en général, la Torah plus particulièrement, et que la Torah démarre, vous le savez tous, par un grand chambardement, par ce qu'on appelle le chaos initial. Et dans ce chaos, les formes, les objets, l'ensemble de ce qui va constituer le monde est renversé pêle-mêle, n'appartient pas véritablement à une sphère limitée, délimitée. Marc Chagall sera, c'est une hypothèse que l'exposition est en train de démontrer, sera très, je dirais, conditionné, en tous les cas très sensible à ces textes et au chaos donc qu'il lit comme épisode premier de la Torah. Le deuxième point qui nous semble intéressant aussi à mettre en évidence, c'est le fait que Marc Chagall arrive en France en 1910 et repart quelques années après. Il s'avère qu'en 1917, lors de la Révolution d'octobre, Marc Chagall est en Russie. Il participe activement à la révolution prolétarienne. Non pas en prenant les armes, parce que ce n'est pas sa sensibilité, je dirais, mais en investissant beaucoup dans le domaine de la culture et de l'art. Il est né à Vitebsk et il va devenir dans sa ville natale ce qui serait peut-être l'équivalent aujourd'hui d'un assesseur à la culture, c'est-à-dire un responsable culturel et artistique. Il travaille à l'ouverture d'une école des beaux-arts qu'il va diriger. Il travaille à une programmation d'expositions auxquelles évidemment il va participer, et il travaille également à l'organisation d'un musée. Donc, c'est vous dire qu'il a de très nombreuses responsabilités au plan culturel et artistique. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il va inviter tous les protagonistes de l'avant-garde russe, que ce soit Malevich, avec qui il va faire un bout de chemin, un petit parcours, Lissitzky, Pouni et quelques autres encore, jusqu'à ce
il se fâche avec eux, ou plus précisément jusqu'à ce que leur dissension soit trop évidente, trop forte, pour qu'ils puissent continuer à travailler ensemble. Il va y avoir d'ailleurs, lui qui les invite, une sorte de trahison, puisque Malevich, Pougny, Lissiski vont se retourner contre lui et finalement l'amener à partir de Vitebsk. Mais, je reviens à l'idée de révolution. Le terme même de révolution est intéressant, puisque en étymologie, c'est le retournement. Le vieux monde que les bolcheviks, les artistes d'avant-garde veulent également renverser, implique ce renversement de la figure. C'est une hypothèse également que l'exposition va mettre en évidence, et hypothèse qui va en quelque sorte être vérifiée, en particulier dans le très grand tableau qui marque la fin de cette exposition, qui pourrait marquer le début d'ailleurs, qui est le triptyque auquel nous avons consacré la meilleure place dans cette exposition, puisque c'est une œuvre particulièrement symbolique. Cette révolution, au sens physique du terme, est un peu le pendant de cette révolution au sens politique du terme. Ça, c'est le deuxième point qui précède donc le troisième point, qui nous paraît aussi capital et que nous avons tenté de mettre le mieux en avant possible. C'est son rapport, M. l'assesseur à la culture nous l'a dit, son rapport au surréalisme, à la culture en général. Lorsqu'il revient en France, au tout début des années 20, qu'est-ce qui domine en France, à Paris en particulier? C'est le surréalisme. Il émerge, le premier manifeste de Breton date de 24, le second de 29, mais la sensibilité surréaliste est déjà bien ancrée dans la culture française et dans la culture internationale en général. Donc, Chagall va se trouver dans un bain culturel où se déploie de la même façon, à travers les textes, à travers les poésies, à travers les peintures, les dessins des surréalistes, ces figures renversées. D'où le fait que, ce soit chez Miro, Max Ernst, Tanguy, etc., vous pouvez être sûr que 8 fois sur 10, vous avez des formes ou des figures qui sont renversées. De là, évidemment, l'intérêt d'un Breton pour l'œuvre de Chagall. Il voit tout de suite qu'il y a complémentarité et complicité entre l'œuvre de Chagall et ce que produit la théorie surréaliste, qui elle aussi vise à un renversement des données, et des données formelles, mais également un renversement du vieux monde, puisque vous savez que les surréalistes étaient eux aussi très engagés politiquement parlant. Ce qui amène André Breton à solliciter Marc Chagall pour une adhésion au groupe. Mais Marc Chagall est un artiste indépendant, il le restera toute sa vie. Il a été avec les suprématistes ou avec les constructivistes russes au départ, il le sera en France face aux surréalistes.